Ok, donc le contexte global en principauté, il était en effet important de le rappeler. Nous sommes un petit pays, mais avec des objectifs ambitieux en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Une réduction de moins 55% à l'horizon 2030 et la neutralité carbone en 2050. Donc vous avez sous les yeux la répartition de nos émissions en principauté en les chiffres donc en 2019. Je ne vous ai pas affiché les chiffres de 2020 qui étaient un peu biaisés par rapport à l'impact de la Covid, mais en tout cas, la répartition des émissions n'a pas changé et elle est schématiquement scindée entre trois grands secteurs que sont la mobilité, les déchets et l'énergie des bâtiments, bien sûr. Contrairement à la France, vous voyez bien qu'on n'a pas ni d'agriculture et un secteur industriel très, très faiblement émetteur de CO2. Donc, si vous voulez bien aller à la diapo suivante, pour faire face à ces enjeux et s'attaquer à ces émissions de gaz à effet de serre en principauté, donc sur ces trois secteurs, on a voulu une politique ambitieuse et partagée, ce qui était assez novateur en principauté. Donc, quand la mission dont je vais vous parler juste après a été créée en 2016, elle a initié un livre blanc de la transition énergétique qui était un moment donc, de partage du constat et surtout des leviers d'action pour baisser ensemble nos émissions de gaz à effet de serre. Autre chose qui est assez intéressant à Monaco et qui fait écho à ce que disait M. Bessis tout à l'heure, une politique de transition énergétique ne peut se mener qu'avec l'ensemble des acteurs du territoire et avec la communauté monégasque, d'où un outil qui s'appelle le Pacte national et qui s'adresse à toutes les entités, tous les individus, pour leur proposer d'agir en cohérence avec nos objectifs nationaux. Et c'est donc l'objet du Pacte national avec un bilan annuel fait avec les acteurs à l'occasion d'une conférence annuelle. Je vous donne évidemment là que quelques outils phares de cette politique. Mais donc, elle est animée par la mission pour la transition énergétique que j'ai la chance de diriger et qui joue le rôle de facilitateur, d'accélérateur de la transition, avec non seulement à ses côtés les autres services de l'État qui sont très mobilisés sur l'énergie, sur la mobilité, sur les déchets, et bien sûr les acteurs privés et l'on accompagne en pédagogie, et l'on accompagne en outils, et l'on accompagne avec des financements, bien sûr, pour les aider à agir. Voilà, bien sûr, on va se focaliser quelques minutes sur le spectre du bâtiment, qui est donc un de nos principaux secteurs émetteurs. Là, plusieurs leviers pour agir. Le levier réglementaire, donc avec une réglementation peut-être un petit peu en retard par rapport à celle de la France sur certains sujets, mais qui en tout cas, là où elle ne l'est pas, c'est son interdiction du fioul dans les bâtiments anciens, puisque c'est effectif depuis le 1er janvier 2022. Autre exemple qui nous permet d'aller assez loin dans la connaissance de nos bâtiments, c'est bien sûr les audits énergétiques, donc l'obligation de les réaliser. C'est aussi une obligation depuis le 1er janvier 2022 pour certains bâtiments construits avant 1990 et l'obligation de réaliser un certain nombre de travaux d'isolation à l'occasion d'autres travaux de réhabilitation du bâtiment. En parallèle de cette réglementation, on a une démarche qui est tout à fait spécifique au sud de la France, c'est celle des bâtiments durables méditerranéens qui existent en région sud depuis une dizaine d'années et que l'on a intégré ici à Monaco avec les acteurs, puisqu'on a construit le référentiel avec eux. C'est vraiment une démarche collective absolument très, très intéressante et encore une fois très spécifique à nos climats, où on parle bioclimatisme
Et bien sûr, on s'intéresse beaucoup au confort, un petit peu d'hiver, mais beaucoup d'été. Et on en reparlera d'ailleurs avec l'outil PowerDisk qui nous a permis de bien cibler certains des enjeux liés à ce confort d'été. Et puis, on a bien sûr des politiques publiques avec des réseaux de chaleur. Donc, chez nous, ce sont des réseaux thalassothermiques, puisqu'on a la chance de vivre le long du littoral. Et donc, on utilise l'énergie de la mer pour chauffer et refroidir nos bâtiments. Donc, bien sûr, pas tous les bâtiments de la principauté, malheureusement, mais on avait déjà un quartier, celui d'ailleurs dont on va parler dans quelques minutes, le quartier de Fontvieille, et on est en train d'équiper deux nouveaux quartiers, la Condamine et le Laroto, donc en visant prioritairement les bâtiments chauffés au fioul. Évidemment, nous sommes dans le sud, donc un dispositif sur le solaire qui est assez ambitieux, pas forcément particulièrement efficace. Pour être très honnête, on a un peu du mal à convaincre les propriétaires privés de s'équiper en solaire. On montre l'exemple dans les bâtiments publics. Et évidemment, on est très à l'écoute, et plus qu'à l'écoute, en études, en expérimentation sur les sujets de géothermie, d'eau usée, d'autres. J'ai déjà parlé de l'énergie de la mer, mais ou l'eau motrice, ou d'autres choses que l'on peut trouver à proximité. Donc voilà un bref aperçu de notre politique de transition énergétique. Je vais laisser la parole maintenant à l'équipe d'Efficacity qui nous accompagne depuis plusieurs mois maintenant sur la modélisation énergétique du quartier de Fontvieille, donc un des quartiers de la principauté. Un quartier qui est déjà assez bas carbone, puisque donc équipé de la thalassothermie, comme je vous le disais, et puis d'un réseau de chaud et froid lié à notre incinérateur. Donc, des enjeux assez spécifiques. Et c'est vrai que là, c'est très intéressant d'avoir un outil qui nous permet d'avoir une lecture fine des consommations, des besoins, effectivement, la façon dont on répond à ces besoins. Et puis, bien sûr, surtout de se projeter dans des scénarios où l'on peut faire jouer différents curseurs, différentes politiques pour effectivement essayer de trouver les meilleures façons de continuer à alléger l'empreinte carbone de ce quartier et peut-être d'autres quartiers de Monaco demain. Voilà, je laisse la parole à l'équipe d'Efficacity pour peut-être prendre des questions plus tard, si vous en avez, bien sûr. Merci beaucoup, Annabelle. Donc, en effet, on a modélisé et simulé un quartier de Monaco, le quartier de Fontvieille, donc dans le but d'accompagner la MTE et de savoir si on pouvait et comment on pouvait répondre aux objectifs qu'Annabelle a énoncés. Donc, le quartier de Fontvieille, c'est un quartier assez mixte où il y a environ 130 bâtiments, une mixité entre du tertiaire, du logement, des activités. Il y a un grand stade, le stade Louis II, qui est assez connu, et un grand centre commercial qui sont un peu les gros bâtiments centraux de ce quartier. Il y a un réseau de chaleur et un réseau de froid, comme il a été dit, qui sont déjà largement décarbonés, mais qui n'alimentent pas tous les bâtiments. Le réseau de chaleur, il récupère de la chaleur de l'incinérateur de déchets de la principauté. Le réseau de froid, il utilise notamment l'eau de mer, et donc à un niveau d'émission de CO2 assez faible, même très faible. Il y a aussi des boucles d'eau tempérée qui alimentent des bâtiments privés. Sinon, tout le reste, c'est plutôt des bâtiments qui sont électriques, même pour leurs usages thermiques. Et donc, on a modélisé les bâtiments, les réseaux, simulé tout ça à T0, c'est-à-dire aujourd'hui, quel est le diagnostic actuel. Et on a co-construit ensemble des scénarios de transition énergétique où on a agi sur des bâtiments, peu de bâtiments, beaucoup de bâtiments, aux horizons 2030-2050, pour voir quels étaient les leviers, quelles étaient les solutions qui permettaient de décarboner au maximum les bâtiments de ce quartier. Donc la méthode a été en 3 phases. La première, c'était de créer un modèle de données pour avoir toutes les données nécessaires pour faire la simulation de ce quartier de Fontvieille, donc sur 130 bâtiments. On a eu la chance d'avoir une collectivité qui nous a beaucoup aidé pour acquérir toutes ces données. On a pu faire cette simulation dynamique à T0
construire des scénarios et les évaluer grâce à Power 10. Donc, bon, sans trop rentrer dans les détails et montrer des résultats, la définition de scénario, hein, ça a été cibler des bâtiments. Alors, on a regardé des solutions de surélévation, puisqu'il y a un vrai enjeu d'accueillir plus de tertiaires sur ce quartier. Il n'y a pas beaucoup de place pour créer de nouveaux bâtiments, donc il y a des projets de surélévation qui sont en cours, qu'on a intégrés. Donc, qui dit surélévation dit surface supplémentaire et besoins supplémentaires. On a regardé aussi quels bâtiments on pouvait rénover, que ce soit par l'extérieur, par l'intérieur, pour correspondre au maximum au label BD2M que Annabelle a mentionné tout à l'heure. On a aussi regardé quels bâtiments on pouvait raccorder au réseau de chaleur, au réseau de froid. Et donc on a construit plusieurs scénarios comme ça. Et les résultats sont à l'échelle des bâtiments, bâtiment par bâtiment, mais aussi à l'échelle de tout le quartier. On a pu mesurer la différence de besoins avant-après et les émissions de CO2 associées en fonction des solutions émises. Donc on a simulé plusieurs scénarios et ces scénarios maintenant permettent à la MTE de choisir et d'essayer de convaincre tous les acteurs présents de les suivre pour atteindre des objectifs les plus ambitieux possibles. Je redonne la main pour une dernière slide à Annabelle et Géraldine pour un petit élément de conclusion sur notre premier partenariat sur ce territoire, en espérant que ça fonctionne. Si je peux redonner la main à Annabelle et Géraldine. Normalement, vous pouvez intervenir. Bonjour, vous nous entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, ok. Merci Samuel. Donc, Géraldine Fievé, mission pour la transition énergétique et spécialiste en bâtiment et énergie. Donc effectivement, concrètement déjà, l'outil Power10 nous permet du coup de disposer d'un modèle de données territoriales. C'est un modèle assez simple à visualiser puisque c'est sur une plateforme graphique. Dès qu'on clique sur un bâtiment, on a toutes les caractéristiques de ce bâtiment. On sait que c'est un modèle du coup qui est robuste scientifiquement puisque il y a eu vraiment beaucoup de corrélations entre les données du réseau et les hypothèses prises en compte au niveau des bâtiments. Donc, c'est quelque chose qui est très fiable. La marge d'erreur était vraiment très, très, très minime. Donc, du coup, on considère que c'est un outil très pertinent. Et enfin, d'un point de vue politique, avec les différentes simulations réalisées par l'équipe de Power 10, nous avons pu remarquer concrètement, par exemple, que notre réglementation énergétique ne permettait pas, en tout cas, de réduire autant qu'on le souhaiterait les consommations de climatisation, qu'il y avait vraiment un réel effort à faire au niveau du bioclimatisme. L'isolation, voilà, attention à l'isolation. Sur certains bâtiments, ça peut avoir un effet thermos. Sur d'autres, ça peut vraiment jouer positivement. Donc, on a vraiment eu des résultats très pertinents et qui vont nous permettre, en tout cas, de modifier pour demain certaines peut-être réglementations et de mettre en place certaines subventions sur des protections solaires ou autres qui permettront de réduire ces besoins, notamment, par exemple, en climatisation. Merci beaucoup. Merci encore pour votre participation. Merci.